tous les sierras, tous les blessés, vous les mettez sur le dos, avec les mains écartées, style Jésus. Si vous passez à côté, vous voyez qu'il n'est plus dans cette position, ça veut dire qu'il est vivant. Voici comment votre corps va réagir après 24 heures passées aux côtés de la Légion étrangère en jungle lors d'un de leurs stages d'aguerrissement. Si vous aviez fait les 3 semaines avec eux, c'est fort possible que vos pieds auraient ressemblé à ça. Pas de panique, il ne s'agit pas d'un tuto manucure, mais bel et bien d'un complément de reportage qui fait suite à l'épisode sur le stage Oslo qui est sorti il y a 15 jours sur ma chaîne. Dans cet épisode-là, je n'ai pas pu tout vous dire ni tout vous montrer, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais revenir sur 10 points qui ont vraiment marqué cette aventure. Allez, générique! Pour le premier point, vous avez dû remarquer que la série en Guyane est très dense, j'ai beaucoup produit, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu beaucoup d'opportunités pour tourner du contenu, pour apprendre, et donc du coup moi je voulais surtout pas perdre cette occasion de vous transmettre ce que j'ai pu apprendre sur le terrain. Donc on a vu qu'en Guyane j'ai pu traiter globalement 2 grands sujets. Le sujet sur l'armée et la sécurité, j'ai vraiment compris le pouvoir dissuasif de l'armée. C'est-à-dire que pour un État, c'est très intéressant d'avoir un acteur qui fait figure d'autorité et qui peut dissuader des acteurs d'interagir d'une manière qui serait néfaste pour le pays et pour la population. Ces acteurs-là, ça pourrait être par exemple des pays étrangers qui viendraient, pourquoi pas, interférer avec le lancement d'une fusée en Guyane. Ce n'est jamais arrivé, mais peut-être que ce n'est jamais arrivé parce que justement à chaque lancement, il y a tout un protocole militaire, une opération, l'opération Titan, qui sécurise la zone et qui éventuellement dissuade d'autres acteurs d'interférer. Ce rôle-là, on pourra jamais vraiment savoir si c'est ça qui fait qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais en attendant, c'est une sécurité, une mesure qui est prise par le gouvernement. Les autres acteurs, ça peut aussi être des gens de notre pays, ou bien des pays voisins. Ça peut être des personnes qui sont dans le besoin et qui vont se dire « bah tant pis, je n'ai pas d'argent, je suis dans le besoin, j'ai besoin de nourrir ma famille, je vais contourner la loi et prendre des risques pour subvenir à mes besoins en trouvant une activité qui est certes illicite mais qui me rapporte de l'argent. » Donc là, on peut le vérifier avec la pêche illégale ou bien avec l'orpaillage illégal qu'on a pu voir en Guyane. Le pouvoir de dissuasion couplé avec le pouvoir de répression, donc le fait d'aller sur le terrain et d'interpeller les gens, c'est une force, vraiment c'est une force parce que ça permet de limiter les trafics au maximum. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant que je comprends pas à quoi ça sert d'avoir des douaniers si de toute façon on sait qu'il y aura de la drogue qui va passer dans l'avion. Peut-être qu'effectivement il y aura 2 passagers sur 200 qui auront de la drogue dans leur bagage, mais s'il n'y avait pas de douaniers, il y en aurait 50 au lieu de 2. Pareil pour l'orpaillage, s'il n'y avait pas cette dissuasion et cette répression, il n'y aurait pas 10 000 garimperos, il y en aurait peut-être 50 000. Pareil pour la pêche illégale, ça c'est vraiment une des facettes de l'armée que j'ai vraiment bien compris en Guyane. La deuxième facette sur comment lutter contre des trafics, elle m'a passionné. Déjà, avant j'avais déjà un attrait pour le sujet, mais alors là encore plus, parce qu'en fait, ce qui vraiment ressort de cet apprentissage-là, c'est que on ne peut pas lutter contre un trafic avec une seule solution. On ne peut pas dire ok, pour lutter contre le trafic d'orpaillage ou de drogue ou contre la pêche illégale, on ne peut pas tout miser sur le répressif, parce que le répressif, à un moment, va être limité. Au bout d'un moment, les pêcheurs, si vraiment ils sont dans le besoin, peut-être que ce jeu du chat et de la souris va en dissuader certains, et puis même on va s'épuiser, on va payer des hommes pour justement faire ce jeu du chat et de la souris. Il va y avoir un moment où on ne pourra pas aller au-delà d'un certain quota, et de toute façon, les gens viendront quand même. Donc le répressif a une limite, mais il est nécessaire. De même, la diplomatie est hyper importante pour lutter contre les trafics, mais ça a aussi des limites. Par exemple, vous êtes ambassadeur de France et vous allez parler à votre homologue brésilien, et vous allez le voir et vous allez lui dire bah, « c'est super important qu'on trouve un intérêt commun parce que, en gros, il y a des gens de chez vous qui viennent chez nous piller sans autorisation de l'or dans notre sous-sol, et en plus de ça, ils utilisent des produits chimiques, donc ça pollue. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente et que vous fassiez quelque chose pour arrêter que ces gens viennent chez nous. » Et le Brésilien peut tout à fait lui répondre « Bah écoute, c'est des gens qui viennent d'une région très pauvre, sans que je fasse rien du tout, ces gens-là, ils trouvent de l'argent, donc ça va me coûter de l'argent et des efforts pour leur trouver un autre travail légal, donc c'est pas dans mon intérêt. » Et de même, si vous, la France, vous avez décidé de lutter contre le sujet et que ça arrive en première place de ce
des choses que vous voulez faire, le Brésilien il peut peut-être répondre qu'en premier, eux, ils veulent d'abord développer le territoire, ils veulent lutter contre des problèmes de drogue, lutter contre d'autres problèmes, et peut-être que ce problème-là de l'orpaillage illégal, il va arriver en 20e place. Donc du coup, la diplomatie est importante pour trouver des terrains d'entente et pas contraindre, mais amener les voisins à s'intéresser au sujet. Mais c'est parfois limité. Il faut aussi avoir un volet sur le développement, aider les populations qui sont dans le besoin à se développer, à trouver d'autres sources de revenus, pour ne justement pas être tenté de glisser vers des activités illégales. Dans le cas de la Guyane, il fallait vraiment 3 volets, mais chacun individuellement est limité. Pour le deuxième point, je n'ai pas expliqué ce qu'était la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère a été créée pendant l'époque coloniale, elle est intégrée dans l'armée française, dans l'armée de terre en fait, et elle est dépêchée sur le terrain de la même manière que n'importe quelle unité de l'armée de terre, c'est-à-dire que les légionnaires peuvent être envoyés pour l'opération Barkhane au Sahel, ou bien pour l'opération Harpie en Guyane, ou pour n'importe quelle autre mission dans le monde. Mais donc du coup, c'est une unité qui est ouverte aux habitants du monde entier, et ça c'est vraiment unique. Alors je crois qu'il n'y a qu'un seul autre pays qui a quelque chose d'à peu près similaire, mais vraiment c'est quelque chose d'unique dans le monde, et c'est pour ça que dans l'épisode vous voyez que certains ont des accents slaves, russes ou parfois sud-américains, tout simplement parce qu'en fait ces militaires-là peuvent rejoindre l'armée française, et ils ont des obligations pendant 5 ans, donc pendant 5 ans ils servent les intérêts de la France, ils vont participer à des opérations, et en échange d'une paye tous les mois et de leur travail, au bout des 5 ans, ils peuvent demander la nationalité française. Donc voilà, c'est un peu ça la spécificité. Ils ont bien sûr des cours de français, et bien sûr, vous êtes sûrement au courant, mais globalement, ils ont la possibilité d'intégrer l'armée, peu importe leur parcours précédent. Donc ils ont des entretiens au moment de se faire recruter, mais c'est pour ça qu'il y a une des personnes qui a demandé à être floutée dans l'épisode, vous l'avez forcément vu à un moment parce que c'est celui qui est porté sur le brancard à la fin. Voilà, c'est une personne qui est sous anonymat, et parce que voilà, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans son pays d'origine, ni les raisons de son départ, mais en tout cas, elle ne souhaitait pas être reconnue. Troisième point, je voulais parler des conditions physiques de ces personnes-là. C'est des gens qui clairement ont des capacités physiques, qui peuvent se dépasser, qui peuvent porter des charges lourdes, qui peuvent endurer des efforts physiques. Et ils recherchent le gabarit de ce qu'on appelle le chat maigre, donc c'est-à-dire que vous l'avez vu dans l'épisode, il y en a des grands, il y en a des petits. C'est juste des gens extrêmement résilients, qui peuvent rester sous la pluie sans broncher, qui peuvent, vous leur dites de plonger tout habillé dans une rivière, ils le font. C'est des gens qui durent dans la difficulté. Ils m'ont fait beaucoup marrer à un moment parce qu'en off, ils m'ont parlé d'une technique qu'ils utilisent lorsque vraiment on leur demande de faire des choses où vraiment ils doivent se dépasser. Ils ont une expression qui s'appelle le cerveau off, que je trouve assez parlante, mais c'est-à-dire qu'ils comprennent le but de leur mission, mais pour y arriver, quand vraiment ils sont au bout de leur limite physique, de fatigue et tout, ils développent une capacité qui est « Ok, je fais confiance au groupe, je fais confiance à mon instructeur, je sais qu'il ne m'envoie pas là par hasard, je déconnecte, je fonce ». Et en fait, c'est une capacité qui fait qu'ils arrivent à sauter au-dessus des blocages psychologiques qui parfois sont très durs quand on est rincé sous la pluie, fatigué, on n'a pas mangé et tout. Bien sûr, les conditions physiques comptent énormément, mais ce qu'ils m'ont tous dit individuellement hors caméra, c'est que le plus important, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que si on leur demande de faire ce qu'ils font, et ce que vous avez vu à l'écran, alors qu'il y a une ambiance pourrie dans le groupe, ils vont pas tenir. Ils me l'ont tous dit. Ils prennent soin les uns des autres, et ça crée vraiment quelque chose de beau à voir, que c'était vraiment la cohésion vraiment forte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être exporté hors du milieu militaire, même en management d'équipe, en entreprise. Je pense que l'esprit de groupe, finalement, c'est ce qui est aussi un peu la clé de tout, c'est qu'on a beau avoir des compétences, à partir du moment où il y a une bonne énergie, on peut aller beaucoup plus loin que d'autres où justement on se met des bâtons dans les roues. Quatrième point, je voulais vous parler des coulisses des tournages. Ça a vraiment été extraordinaire de pouvoir filmer ce genre de choses. On s'attendait à ce que ce soit compliqué. Ça a été à la hauteur de nos attentes en termes de difficulté. Tous les militaires, sous leur pantalon, on ne le voit pas, mais ils ont ce qu'on appelle un fuseau. C'est une sorte de collant qui s'arrête à mi-cuisse, qui en fait évite le frottement du pantalon entre les cuisses, parce qu'une fois trempé, on se rend pas compte, mais il y a des frottements vraiment le long du corps, et une journée de marche, on peut être complètement irrité, et alors là, le lendemain, c'est des plaques complètement à vif le long des cuisses. En gros, quand on a un sac sur le dos en jungle, le but c'est que tout soit complètement étanche pour pouvoir sauter à l'eau s'il y a besoin pour traverser une rivière et pour pouvoir avancer, continuer la progression. Donc il nous file
une touque en plastique, donc voilà, c'est un peu les mêmes caissons étanches qu'on peut avoir quand on fait du kayak. Dedans on met tout ce qui est pour le bivouac, donc uniquement ce qu'on aura besoin en fin de journée, bivouac et affaires sèches et les bouffes. Et le reste des choses on les met dans des caissons étanches de ce type là. Et donc pour nous en termes de photos on en a plusieurs. Tous les accessoires secondaires sont dans le sac, ceux que j'ai besoin vraiment très rarement. Pour ceux que j'ai vraiment besoin tout le temps, un deuxième caisson étanche plus petit dans lequel on met le réflexe, le boîtier, et en fait on le garde toujours accroché sur le dessus du sac, et dès qu'on a besoin de franchir un obstacle et qu'il y a un risque qu'on perde le boîtier parce qu'il tombe à l'eau, on le fout dedans, hop, et c'est accroché sur le sac, et en fait ça évite d'enlever le sac à dos, de l'ouvrir, d'aller chercher les affaires, les remettre, et de perdre du temps et de ralentir tout le monde. Donc du coup cette technique là je vais la tester aujourd'hui. Et dedans bien sûr on met un sac de riz pour enlever toute l'humidité, parce que dès qu'on enregistre, le boîtier chauffe légèrement et ça suffit pour faire de la buée à l'intérieur du capteur et de l'objectif, donc du coup on est vachement bloqué. Cinquième point, je n'ai pas pu beaucoup tourner de plans de drone. J'en ai tourné certains directement lorsque j'étais au Cefeu, donc vraiment sur la base. En forêt avec les légionnaires, je n'ai pas pris mon drone avec moi. Tout simplement parce que je savais que là où ils nous emmenaient, il n'y aurait pas de possibilité de faire décoller un drone. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'espace pour pouvoir tout simplement avoir de la hauteur avec des clairières. Et puis surtout, je craignais beaucoup pour l'humidité, donc je ne l'ai pas pris. Et il s'est passé exactement la même chose qu'au Svalbard, dans l'épisode où mon téléphone en fait se déconnectait tout le temps à cause du froid. Là, c'était tout simplement à cause de l'humidité ou je sais pas, du signal. Je n'avais aucun retour vidéo sur mon téléphone. Je faisais tout à l'œil, et voilà, donc encore une fois, c'est pour vous montrer que derrière on improvise beaucoup, on est obligé de s'adapter, et que ce genre de reportage, moi c'est extraordinaire en termes d'apprentissage parce que ça me pousse mes limites. Je suis pas dans un studio où je peux vraiment contrôler la lumière, contrôler le son et tout, là je ne contrôle pas grand chose, et voilà, c'est à moi de m'adapter, et je sais que c'est comme ça que je progresse aussi. Sixième point, vous avez vu que ce format, l'aventure géopolitique, ce n'est pas un format purement factuel, c'est-à-dire que j'ai d'autres formats sur ma chaîne, parfois plus courts, où vraiment on va étudier juste des faits pour en arriver à des conclusions. Autant l'aventure géopolitique, c'est un format que j'ai pensé différemment. C'est vraiment l'angle que je voulais donner à ce format-là, parce que j'ai l'impression, enfin c'est mon point de vue, mais que mon rôle de vulgarisateur, c'est bien sûr de transmettre des connaissances, mais aussi de transmettre tout ce qui va autour et tout ce qui peut vous donner envie de vous immerger là-dedans, de comprendre les sujets, d'aller vous-même sur le terrain et tout. Donc forcément, ça passe par de la narration et par de l'émotion. Septième point, le bivouac. Cette nuit-là a été particulièrement extraordinaire, parce qu'au début, tout simplement, vraiment, on s'attendait à passer la nuit à la dure avec les légionnaires en forêt, c'est-à-dire hors de toute infrastructure. Mais finalement, en cours de route, les instructeurs nous ont dit venez avec nous, nous on va dormir sous les carbets, sur le village que les légionnaires prendront d'assaut le lendemain. Si vous allez en vacances au Mexique, en Colombie, au Pérou, en Guyane ou n'importe où il y a de la forêt tropicale, je vous invite vraiment à faire au moins une nuit en carbet, en hamac. On se souvient jamais toutes les nuits qu'on passe dans notre lit, on les oublie à force. Mais ces nuits-là, vraiment, elles sortent du lot et ça mérite le fait de franchir ce petit effort un peu contre le confort et contre le fait qu'on va se faire tremper et tout. Mais c'est des nuits qui restent gravées très longtemps là-dedans. On est tout seul au milieu de la jungle, il y a des oiseaux, on entend des bruits de singes, on est vraiment immergé là-dedans. Si vous avez l'occasion de le faire, ne passez pas à côté de ça. Huitième point, je voulais revenir sur deux passages qui ont été assez brefs dans l'épisode, où vous voyez des instructeurs qui en fait connaissent tellement bien la nature que ils vont couper une racine de ça, une branche de ça, et c'est incroyable de voir que les instructeurs en fait se renseignent énormément auprès des populations amérindiennes pour avoir les connaissances de la nature. Et c'est incroyable parce que moi j'étais en galère totale à essayer déjà juste d'avancer et de filmer. Eux, ils avaient le temps de voir, ok, telle espèce, ça fait ça, telle espèce, ça fait ça et tout. Et par exemple, à un moment, il y avait un arbre qui faisait des sortes de graines, et il y a un instructeur qui me disait, voilà, si tu l'écrases, ça va faire une sorte d'huile. Quand tu te les mets sur les pieds tous les soirs, ça fait comme le talc, ça te sèche les pieds, et ça évite que tu aies des problèmes simplement de peau en expédition en jungle. Un autre coup, c'était pour limiter le rythme cardiaque si jamais on se fait piquer par un serpent. Ouais, vraiment, on se rend compte de toutes les vertus qu'il peut y avoir autour de nous et que c'est des connaissances qui sont extrêmement utiles sur le terrain pour tout simplement, en cas de besoin, voilà, on peut se servir.
Pour le 9e point, je voulais rappeler que je n'ai jamais été rémunéré par l'armée pour faire ces reportages, à aucun moment depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je suis parti en Guyane avec Fred en tant que journaliste pour le magazine VSD. Simplement, on les a contactés en amont, on a contacté plein de rédactions, et il y a ce magazine VSD qui était intéressé par un des sujets qu'on leur proposait. Et donc on est parti accréditer VSD pour l'opération Titan. Donc on leur a produit du contenu, et c'est eux qui nous ont payé les billets aller-retour. Tout le reste des sujets, on les a fait sur fonds propres. Et voilà, je vous dis ça tout simplement parce qu'il n'y a pas de droit de regard de l'armée sur mon travail, et aussi pour vous dire que globalement les fonds propres c'est important pour ce genre de reportage, et donc forcément j'ai accepté un partenariat avec Army Stories, et j'ai aussi un compte Tipeee. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment soutenir la chaîne, c'est même 1 € par mois, c'est extraordinaire. Donc voilà, je vous mets le lien en description, mais vraiment c'est une ressource sur laquelle je compte beaucoup pour mes reportages. En parlant d'Army Stories, vous avez été nombreux à vous inscrire sur Army Stories suite à cet épisode-là. Et donc j'espère vraiment que vous trouvez tout ce que vous souhaitez en termes de contenu sur des documentaires militaires. La semaine dernière, j'ai rencontré toute l'équipe d'Alchimie, qui est la société qui crée ces packages de documentaires, dont Army Stories fait partie. Tout ça, j'en ai parlé sur Instagram, et ça me permet de faire une transition avec le 10e point. Vraiment, si vous voulez voir tous les dessous de la chaîne, retrouvez-moi sur Instagram, Mister Geopolitics. Je publie beaucoup de stories sur les actualités de la chaîne. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 13 juillet, demain nous sommes le 14, et la Marine nationale m'a proposé de faire un tour en hélicoptère au-dessus du défilé et de patrouiller en fait avec la marine pour le défilé du 14 juillet. Donc je serai avec William de la chaîne Doc7, donc on sera tous les deux dans 2 hélicoptères. Et bien évidemment, ce genre d'expérience, ça se partage et ça se vit à plusieurs, donc je vais vous partager ça en stories et en live. Vous pouvez aussi trouver sur Instagram toutes mes autres actualités. Par exemple, récemment, j'ai été convié par l'UNICEF pour une table ronde pour parler de mon engagement sur YouTube, pour parler des thématiques que je traite qui sont en lien avec la lutte contre la pauvreté et avec plein d'autres thématiques qui sont liées au développement des pays. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui va parler de jeux vidéo et de géopolitique. Vous allez voir, surtout si vous êtes fan de jeux de stratégie, vous allez adorer. Merci encore pour votre fidélité et à très vite les petits aventuriers.